Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend and Bat Reviews qui sera consacré à nos lectures Batman du mois de mars paru chez Urban Comics. Et c'est Nico, je suis accompagné de 3 autres membres de la team Batman Legend. Alors attention, pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez voir une nouvelle tête, et pour les autres, vous aurez aussi une nouvelle voix. Alors, pour m'accompagner sur ce podcast, vous voyez ici Benoît. Salut. Mais aussi Siegfried. Tout le monde. Et enfin, Benoît se voit débarrassé de la place du Rocky de la bande, puisque Kevin rejoint la team Batman Legends. Salut Kevin. Salut tout le monde. Alors, on est ravis de t'accueillir dans la team, tu le sais, on en a parlé en off, et tu vas pouvoir te faire les dents dans ce podcast qui sera plutôt court, puisque plus juste 3 récits à évoquer ce soir, donc ça fait un récit chacun, c'est parfait, pour te mettre le pied à l'étrier, comme on dit, sur ça. Alors, est-ce que tu veux faire un petit mot d'introduction rapidement qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu ne lis pas peut-être, comment tu es rentré dans l'univers Batman? Dis-nous tout. Voilà. Moi, je suis rentré dans l'univers Batman. J'ai commencé les comics moi en 2011, quand Urban Comics a commencé à les sortir en fait, avec comme tout le monde, je pense, la cour des hiboux. C'est à peu près tout le monde qui a commencé par là. Voilà. Et puis, À cette je suis très période-là, content c'est vrai que ça arrivait à ce moment-là. Mais bon, Voilà. Et puis après, j'ai bien aimé ce récit. Donc après, je me suis lancé dans un peu tout. Donc je lis aussi du Superman, du Wonder Woman, du Flash, enfin voilà, à peu près tous les personnages de DC. Donc, euh, donc voilà. Puis je suis très content d'être avec vous et puis je suis content de prendre le relais de Benoît. Comme ça, voilà, il va être libéré un peu. c'est un poids qui C'était lui... pas long, c'était pas long. Ça va. Ils sont gentils, ils mordent pas trop. Que la période de pleine lune, c'est tout. Après, Ah, ok. Enfin bon, on ne révélera pas tout lors de ce podcast. Voilà. Ce qui se passe à la pleine lune reste à la pleine lune. Du coup, je vous propose de démarrer ce podcast un peu plus dans le vif du sujet avec cette première lecture. Alors hop, je reprends mon plan. La première lecture va concerner eh bien, on parlait de pleine lune, pourquoi pas parler de Batman Nocturne, tome 3, deuxième acte, qui donc nous présente un récit par Ramvé et Van Reis, notamment. Et pour nous en parler, je vais lancer Siegfried sur le sujet. Alors, si vous vous souvenez du podcast précédent qu'on avait consacré à ce volume, on finissait notre avis en se demandant si on attendait vraiment la suite, puisque après le tome 2, on était tous quand même relativement blasés. Et globalement, ce qui avait été conclu plus ou moins par tout le monde, c'était que on voyait pas dans quel monde ça pourrait finir de façon satisfaisante. Ça peut évidemment continuer plus ou moins bien, mais à partir du moment où on a balancé l'invasion zombie et les organes qui reviennent après 3 siècles, reconquérir Arkham et plein de concepts qui vont vraiment littéralement dans tous les sens, on ne comprenait pas trop comment ça pourrait trouver une conclusion satisfaisante. Et effectivement, ce volume donne plus de cohérence quand même au chaos qui envahissait les volumes 1 et 2, mais continue quand même sur cette pente où on comprend pas trop la place de Batman, on ne comprend pas trop où va Ramvé, à part qu'il essaye de poser absolument sa marque sur l'univers DC Comics, mais c'est vraiment, on sait que ça sera pas un arc, ça sera pas un run majeur de l'histoire de Batman, et bon, c'est un peu triste déjà au tome 3 de partir de cette conclusion-là. Donc cette fois, c'est dessiné par Stefano Raffaele et Ivan Reis notamment. Première surprise, c'est que dès le début, on fait intervenir un nouvel antagoniste comme si on en manquait, j'ai envie de dire. L'un des problèmes déjà des 2 premiers volumes, c'est qu'il y en avait déjà beaucoup trop et on avait déjà un peu de mal à identifier exactement quelle était la fonction de chacun des organes. Bop, on nous introduit Vandal Savage en plus. D'accord. Petit problème, c'est que Vandal Savage, je vous rappelle qu'il apparaît aussi dans la guerre entre Batman et Catwoman dans les Batman Infinite. C'est-à-dire qu'on a 2 versions de Vandal Savage, et c'est vraiment pas le même personnage, hein. Il n'a pas les mêmes caractéristiques, enfin c'est vraiment deux versions du même personnage. Il s'appelle Randall Sauvage. Oui, voilà, exactement. C'est supposé être le même personnage, mais je ne sais pas par quel bug éditorial ils se sont dit ça c'est une bonne idée. Parallèlement, dans 2 séries simultanées, on va avoir le même antagoniste de 2 façons différentes, et évidemment, du coup, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Est-ce qu'il va être battu de 2 façons différentes en 2 comics simultanés, ou est-ce qu'il va être battu dans Batman Infinite, ce qui veut dire qu'il va être battu hors champ dans Detective Infinite, alors qu'il est supposé être central dans les 2 continuités.
qui sont supposés être la même continuité dans le même univers. Enfin, vraiment, il n'y a aucune cohérence éditoriale dans ce choix. Ça me dépasse juste complètement. Donc, ça commence par ce moment de bug, de bug sidéral éditorial qui, quand même, n'est pas idéal pour bien rentrer dans l'intrigue. L'avantage étant que l'arrivée de Vandal Savage, ça permet de. C'est déjà un pressentiment qu'on avait eu lors des 2 premiers volumes, c'est qu'on disséminait juste par toutes petites touches la présence de la Ligue des Ombres en sous-main. Et effectivement, le volume concrétise ces pressentiments dans le sens où on comprend que les organes sont liés à Ra's al Ghul et qu'il y a un petit lien avec Savage. Donc au moins, il y a une bonne idée de lier les 3 familles immortelles des comics. Vandal Savage et Ra's al Ghul, on savait qu'ils étaient plus ou moins immortels, enfin pluriséculaires pour Ra's al Ghul et plus ou moins immortels pour Vandal Savage, et les organes font donc partie de ces continuités-là. Et donc c'est plutôt une bonne idée, en introduisant de nouveaux personnages magiques et immortels, de les lier à ces 2 continuités, même si ça se fait avec toute la surexplication du monde, enfin, et pitié. Déjà, Ramvé, ça nous avait un peu saoulé à la fin du premier volume, vous savez qu'on nous raconte ces origines de Gotham en disant que il y a 3 siècles, il y avait déjà un homme chauve-souris qui ressemblait à Batman, et il y avait déjà des organes, et il y avait déjà, enfin, toute cette idée que la Gotham contemporaine n'est que la suite d'une Gotham qui s'est déjà à 3 siècles, donc en fait le Batman qu'on connaît n'est absolument rien d'original parce qu'en fait tout ce qu'il vit a déjà été vécu par ses ancêtres. Enfin vraiment ça, c'était le petit nouveau scénariste qui essaie d'apposer sa marque sur l'univers. Là on apprend comment Ra's al Ghul est devenu immortel, évidemment c'est lié aux organes. Enfin voilà, c'est vraiment Ramvé qui se dit tiens j'ai inventé des organes, comment est-ce que je peux les lier au reste de la mythologie d'ici pour qu'on ne puisse plus parler de personne dans d'ici sans parler de moi. Voilà, on va essayer d'expliquer comment Ra's al Ghul est devenu immortel. Bon, super. Bon, au moins, comme je l'ai dit, l'idée de lier Organe, Al Ghul et Vandal Savage, elle est plutôt intéressante. Pour l'instant, c'est juste lancé comme ça, avec une intrigue complètement cliché dans les déserts d'Arabie il y a plusieurs siècles. Enfin, un truc vraiment limite raciste, mais au moins l'idée en soi est maligne, donc on va voir comment s'exploiter par la suite, parce que pour l'instant, c'est juste balancé comme ça. Encore une fois, on a un comic où les 3/4 des conflits, littéralement, seraient résolus si les personnages discutaient entre eux. À chaque fois, ils se tabassent pendant 20 pages, et à la fin, on se rend compte que oui, en fait, si tu avais expliqué pourquoi tu étais venu, et vous ne seriez pas battu et l'intrigue aurait avancé. Bon, c'est toujours un peu blasant parce que évidemment, c'est un prétexte alors, à montrer des bagarres et des bagarres et des bagarres et à faire durer. Alors que la bagarre. Voilà, on aimerait bien que l'intrigue avance aussi. Les interludes sont pas forcément hyper intéressants. On a même un interlude sur la jeunesse d'Arzem, donc qui est le principal des organes. Mais du coup, on comprend pas trop pourquoi c'est un backup, alors que le reste de l'origine des organes et même le reste de l'origine d'Arzem est raconté dans la continuité. Pourquoi est-ce que la moitié est dessinée en backup, l'autre en continuité? Enfin bon, c'est un peu bizarre. Le plus intéressant, c'est encore un backup de Dan Waters qui est dessiné par Aidan Sherman. C'est assez splendide graphiquement. C'est sur l'homme aux 10 yeux. Donc c'est un personnage qui était complètement mineur dans les 2 premiers volumes, mais qui au moins est intriguant. Donc là, pareil, on ne sait toujours pas quel est le lien avec le reste. Et ça commence à faire beaucoup de personnages. Vous vous souvenez aussi de cette espèce de pseudo Nightwing, enfin le personnage qui a un aigle dans le dos. Pareil, on ne sait toujours pas quel rôle il a. Bon, il y a peut-être un moment où il va falloir arrêter d'introduire de nouveaux personnages et commencer à expliquer qui sont ces personnages, parce que si on attend 10 volumes, on sait qu'on ne sera pas satisfait par la résolution que ça va avoir. Donc autant essayer de commencer à divulguer un peu ces renseignements. Et encore, bon, dernier coup de gueule, j'ai promis. Non, mais j'ai compris, il n'y aura pas l'alerte Siegfried, j'ai compris. Pas pour celui-là en tout cas. On a encore un numéro avec des cauchemars de Batman. Et est-ce qu'on c'est pas le 3e ou 4e volume en 2-3 mois où Batman a des cauchemars? Enfin, est-ce qu'on n'a pas un peu marre de ce cliché Moi j'aime bien, parce qu'évidemment, Batman c'est un personnage qui est tellement névrosé que montrer ses cauchemars, c'est toujours le moment de dévoiler des choses assez intéressantes sur son intimité, mais il y a peut-être un moment où on l'a vu, on l'a revu, on l'a revu, y compris dans les 2 continuités, dans les 2 magazines de la même continuité. Il y a peut-être un moment où on se dit que c'est un peu éculé, qu'il va falloir raconter autre chose, peut-être qu'il va falloir montrer de l'intrigue plutôt que de faire durer avec des cauchemars. Surtout qu'un numéro qui est dessiné par Dustin Nguyen qui est pas du tout en forme, on se demande même ce qu'il vient faire là. Donc l'idée c'est que, évidemment, comme c'est des cauchemars, ça peut être dessiné par un artiste différent, sauf que même les moments qui sont pas dans le cauchemar sont aussi dessinés par Nguyen, du coup ça marche pas du tout en termes de cohérence. Ensuite il est remplacé par Francavilla pour les mêmes cauchemars. Donc pourquoi est-ce qu'un changement graphique? Au moins Francavilla il est vraiment en forme. Ouais. Et la suite des cauchemars est dessinée par Aaron Campbell, mais cette fois c'est dans les backups, alors que les précédents cauchemars étaient dessinés dans la continuité. Mais pourquoi? Enfin bref. Et le pire, c'est que tout ça, c'est suivi par Night Terrors. C'est-à-dire que vous avez les cauchemars. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Exactement. Mais c'est-à-dire que vous avez les cauchemars de Detective Comics Infinite qui sont immédiatement suivis par les cauchemars de Night Terrors. Sauf que Night Terrors, on ne sait pas trop comment ça se passe dans la continuité, mais c'est pas les mêmes cauchemars. Mais si vous lisez ça un peu rapidement, vous voyez, il y a des cauchemars, il y a cauchemars avant, il y a des cauchemars après, c'est les mêmes cauchemars. Non, c'est des cauchemars dans des arcs qui sont complètement distincts. Donc c'est vraiment extrêmement bizarre de les présenter de cette manière-là. Et alors, le plus étonnant, c'est que ces Night Terrors, c'est de très loin non seulement les meilleurs Night Terrors,
mais c'est aussi de très très loin ce qu'il y a de mieux dans ce volume-là. Donc ça met complètement à l'amende Ram V et Batman Nocturne, parce que cette fois, l'idée, c'est raconter les cauchemars des citoyens de Gotham, et c'est dessiné par Riccardo Federici, et c'est juste extraordinaire, parce que Federici, cette fois, il s'inspire par Olivier Ledroit, donc notamment qui dessinait les Requiem chez les vampires, et par Clive Barker, donc de loin en loin, évidemment, s'inspiré par Drury et Lovecraft. Et c'est la première fois dans les Night Terrors qu'un dessinateur, et sans doute le scénariste aussi, enfin ont des idées visuelles pour raconter quelque chose qui est vraiment inquiétant, où on se dit, tiens, il y a vraiment une mythologie dans ces cauchemars, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas juste une espèce de dérive de forme, d'organes et de sang comme dans les autres. Là, il y a vraiment un artiste qui s'est demandé comment puiser dans les plus grands chefs-d'œuvre de la narration graphique cauchemardesque quelque chose qui puisse être lié à Batman, et il en fait vraiment quelque chose qui est assez percutant. Mais bon, comme on sait que Night Terror c'est tout pourri, ça diminue un peu l'impact de ça. Enfin, voilà, du coup, c'est un De peu. suite. Bah, on est tous d'accord là-dessus. Essaie pas de faire semblant de défendre Night Terror. On est tous d'accord depuis le début là-dessus. Donc c'est presque étonnant que ces 40 dernières pages soient infiniment meilleures que tout ce qui précède. Ce qui précède étant important si vous suivez les Nocturnes, parce que pour le coup, enfin il se passe quelque chose, alors que le tome 2 était quand même une grosse parenthèse. Mais encore une fois, on sait toujours pas vraiment où ça va. Ça raconte toujours pas vraiment grand-chose. Mais essayez au moins de feuilleter ces Night Terrors, parce qu'en termes de vision de Federici, ça vaut quelque chose et ça vaut le détour. Ok, alors tu vois, j'avais du mal à me relancer d'un Nocturne que j'ai arrêté après le tome 1. Je vais avoir du mal à me relancer encore. Va Je pensais falloir l'avoir si bien vendu, tu me déçois. D'ailleurs, et si vous avez remarqué que personne n'a réagi sur les propos de Siegfried, c'est parce que personne dans l'équipe n'a lu ce tome 3 pour l'instant de Batman Nocturne. Personne n'a Non, envie. Si, attends, j'ai ouvert la première page, j'ai dit, ça me plaise pas pour l'instant, je reviendrai plus tard. Moi, j'ai Donc, juste voilà. feuilleté, j'ai regardé, mais après, j'ai arrêté. Ouais. Voilà, donc voilà. Pour ce Batman Nocturne tome 3 qui visiblement ne fait pas grande réussite auprès de Siegfried, et puis j'ai l'impression qu'effectivement c'est assez global. Bon, pas d'alerte Siegfried sur ce Batman Nocturne. Les amis, je vous propose d'enchaîner avec une autre lecture. Alors une autre lecture qui fait elle aussi partie de la continuité. Et je vais lancer notre nouvel arrivant, notre rookie, comme on dirait, avec Kevin. Kevin, tu vas nous parler de Batman et Robin Dynamic Duo. Hop, je mets la cover juste ici. Et cette fois, c'est Joshua Williamson qui revient sur du Batman et Robin, accompagné notamment de Simone Di Meo, même s'il n'est pas le seul sur ce volume. Ouais. Je suis très content de m'appeler le rookie. Du coup, moi, j'ai beaucoup apprécié ce tome-là. Moi, j'étais assez surpris d'ailleurs du scénario par Joshua Williamson, parce que il avait fait déjà d'autres séries qui étaient pas top. Je crois que c'est lui d'ailleurs qui a écrit Night Terror. Il me semble, hein, ouais. Je sais pas s'il les fait tous, mais C'est lui qui chapeaute en tout cas l'ensemble. C'est lui qui. Ouais. Et puis moi franchement j'ai beaucoup aimé déjà l'histoire. Donc ça parle on suit bien alors Batman et Robin du coup qui essayent d'arrêter un crime qui se passe dans un dirigeable. Et donc là on a un nouveau personnage qui est introduit qui s'appelle le Lapin Blanc. non, le PM-là existe déjà. Hein. Je crois qu'il existe déjà. Oui, il c'est me semble plutôt qu'on l'a vu, mais il y a longtemps. C'est plutôt Soupir. C'est Soupir, oui. Ouais. Soupir d'ailleurs qui a un nom assez bizarre, parce que Soupir, bon, pour moi, c'est un peu. C'est pas très crédible, quoi, comme surnom, Soupir. Mais moi, c'est le truc que j'ai fait quand je l'ai vu. Voilà, c'est ça. C'est exactement à ça que j'ai pensé aussi. Mais donc, du coup, voilà, on suit un peu cette enquête, du coup, parce que, du coup, Batman et Robin vont voir que ce cambriolage dans ce dirigeable, en fait, a une autre histoire. En fait, ça part vraiment sur autre chose, pas un simple cambriolage ou autre. Et en même temps, on va suivre aussi la relation entre Batman et Robin. Alors, au niveau de la timeline, c'est un peu confus parce que je sais pas trop si ça se passe après Gotham Noir ou avant ou en même temps, parce que à un moment donné, Batman, en fait, il héberge Damian chez lui. Et il lui explique que voilà, avec ce qui se passe entre Catwoman et toute cette histoire, voilà, tu viens habiter chez moi. Bon, parce je ne saurais pas trop où la situer parce que ils étaient un peu en embrouille, Damien et son père, pendant Gotham Noir.
Et là, on les retrouve tel un père et un fils qui s'entendent plutôt bien. Et lui, il vient chez lui, mais bon, voilà, on sait pas trop où la situer. Et sinon, au niveau de, on a un peu on a un bon ressenti. Enfin, je veux dire, c'est plutôt pas mal la relation qu'ils ont entre Batman et Robin. Ils ont une bonne relation père-fils qui évolue. Et j'ai beaucoup aimé moi cette évolution par rapport au tome d'avant, ce qu'on a pu lire surtout dans les Robin Infinite Ouais. ou, ou Où le il y avait, truc là qui s'appelle c'était quoi? C'était Lazarus. Batman versus Robin, non? Ils avaient pas fait un truc comme ça? Si. Ouais, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Et donc là, on a une belle évolution, on a plutôt un bon truc, surtout au niveau du personnage de Damian qui a franchement beaucoup évolué. On voit tout de suite que enfin, là, on a plaisir à le lire. Si on compare tout ça avec la série Robin Infinite en 3 tomes, enfin voilà, on apprécie vraiment ce personnage-là dans celui-ci. Il est beaucoup plus mature, beaucoup plus réfléchi. Enfin, il prend même des bonnes décisions maintenant. Enfin voilà, c'est plutôt bon. C'est vrai qu'on retrouve un Robin plus mature que ce qu'on a l'habitude Ouais, d'avoir, notamment Damian, c'est ça. sur d'autres récits. Après, bon, il y a cet aspect où il essaie de le mettre au collège, quoi, ou au lycée, je sais pas trop. Ouais. Enfin, c'est un peu particulier, mais oui, oui, on retrouve un Damian Wayne, je suis d'accord avec toi, Kevin, plus mature. Plus mature. Et puis même au niveau de l'histoire, du coup, c'est quand même beaucoup plus centré sur Damian parce que avec tout ce qui se passe avec Soupir, ça a un lien en fait avec son passé qu'il a eu avec la Ligue des Assassins. Mhm. On voit d'ailleurs, il y a un peu de flashback à chaque début de Ouais, il y a chapitre. pas mal de flashbacks, ouais. Mm. Et ça, c'est vraiment c'est intéressant, quoi. C'est vraiment, je trouve que l'histoire est bien menée, elle est bien écrite. Là, on a une vraie enquête, surtout aussi, au fur et à mesure qu'on avance dans le récit. Et, euh, voilà. Et, au niveau des dessins, par contre, c'est Simone Di Meo, je crois, qui dessine Ouais, pratiquement tout le récit. Simone Di Meo, ouais. Mm. Et j'ai trouvé que c'est un excellent dessinateur, mais j'ai trouvé que par contre le défaut c'est qu'il zoome trop en fait. On voit trop Batman et Damian vraiment on dirait ils sont face à nous quoi. Il y a pas du tout de décor autour. Et ça du coup on a du mal à les situer. On sait où ils sont forcément, mais enfin c'est trop zoomé quoi. Du coup on Ouais, voit ça te rien de ce perd. qu'il y a C'est autour. vrai que j'entends pas mal de critiques sur les dessins de Simone Di Meo, que ce soit sur la colorisation d'ailleurs, parce qu'on trouve que c'est assez flashy, le style est assez dynamique et flashy, soit sur le style en lui-même, puisque alors d'ailleurs, je tiens à préciser, je crois que la couverture qu'on voit là, c'est pas lui. Je suis pas sûr, Non, mais je crois c'est pas. pas lui. Ouais. Ouais, et parce que c'est des dessins très géométriques qui font presque manga par moment. Et c'est vrai que C'est c'est ça. assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Moi, personnellement, j'aime bien, mais je peux comprendre que ça rebute un peu à la lecture, certaines personnes qui accrochent pas au style. Bah après, moi aussi, j'aime beaucoup, mais c'est des très beaux dessins. C'est juste que voilà, on est trop face à l'action. On voit parfois, on voit juste le point ou un pied dans une case. Donc voilà, c'est trop zoomé, quoi. Mais bon. Après, je crois que vers la fin, ça change. Et on passe à un autre dessinateur qui est Ouais, pour Mikel l'annual. Ramin. Voilà, non, pour Ah vers non, la avant fin, l'annual, oui, 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 oui. ouais. C'est vrai qu'il y a Ranin qui Et, intervient aussi, oui, c'est et vrai. après, oui, il y a l'annual. Ouais. Ouais. Mais sinon, ouais, plutôt vraiment positif comme histoire. Moi, j'ai vraiment adoré, ça vaut le coup. Franchement, moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à autre chose, vu ce que j'ai lu de Joshua Williamson Ouais. sur pas mal de récits. C'était plutôt pas terrible. Là, franchement, je trouvais qu'il est bien remonté et c'est vraiment très agréable à lire, c'est super. Par contre, je noterais juste une erreur aussi au niveau des dessins. Je pense que là, on peut le dire avec ce qui s'est passé dans les Dark City. Batman, il a la main coupée. Et là, dans ce récit-là, il a plus la main coupée. Je sais pas si on a remarqué, mais dans tous les dessins, il a retrouvé sa main. Ouais. Alors peut-être que ça se passe avant. Moi, je l'ai pas lu dans Dark City, je me suis arrêté pour l'instant qu'au tome 1, je crois. Mais du coup, je sais plus, ça se passe dans le tome 2, non? Oui. Ça Ouais, se passe dans le tome 2, oui. ouais, Et donc après, peut-être on qu'ils voit bien la estiment que différence. enfin, peut-être que ce récit était positionné juste avant.
le tome 2 de Dark City? On se posait Bah, la Je pense, question. Vu je qu'il pense pas, mais on peut toujours se dire qu'il a une prothèse réaliste. Bon. Ouais, voilà. C'est Ouais, Batman, bon, quoi. voilà, j'allais ouais, c'est j'allais Batman. dire c'est Luke Skywalker, mais c'est Il a pareil. rendu la main à Luke Skywalker. Il a rendu la main robotique. Non, mais je m'attendais à ce genre d'erreur parce que c'est un peu. C'est- C'était clair que ça allait pas suivre correctement, mais bon. Voilà. Mais Ouais, sinon, le après, c'est récit est vrai que plutôt. du coup, il s'embête pas avec ce détail-là, ouais, effectivement. Voilà, c'est ça. Moi, je te rejoins, tu vois, plutôt sur ça, parce que j'ai trouvé ce récit intéressant. Et notamment par rapport à la continuité principale. On en parlait d'ailleurs avec Benoît dans la semaine. Mais c'est vrai que moi, je me suis un peu lassé là, de la continuité principale, dans le sens où je trouve que Ouais. c'est de moins en moins intéressant, ou en tout cas, ça propose rien d'hyper intéressant. Donc, du coup, je commence à m'en lasser, hein. D'ailleurs, Batman Nocturne, vous voyez, je me suis arrêté au tome 1. Pareil pour Batman Ouais. Dark City. Et j'ai du mal à continuer parce que je fais passer d'autres lectures avant, etc. Parce que ça m'a lassé. Et je me suis dit, je vais essayer ce Batman et Robin Dynamic Duo. Et effectivement, j'ai pris plus de plaisir que sur la continuité classique des Batman. Pourtant, je suis pas hyper fan du travail de Joshua Williamson d'habitude. Je trouve que c'est pas mal, mais sans plus. Et là, pour le coup, c'est vrai que j'ai trouvé ça mieux que ce que j'ai l'habitude d'appréhender chez lui. Donc voilà, Ouais, pour mon c'est avis. pour Et ça, c'est pour ça que même pour moi, oui, ça remonte un peu au niveau des récits, ce tome-là. Enfin, Ouais, il vient un peu sauver le tout parce que c'est vrai que Dark City, là, c'est ouais, pas vraiment top. ouais, j'ai du Euh, mal aussi. Ouais. donc voilà. Après, Mm. juste à la fin, oui, de ce récit, il y a un annuel, c'est vrai, qui, pour moi, on peut vraiment s'en passer, quoi, ce Oui, récit-là. totalement. Oui, oui. Bah, c'est vrai que C'est sympa, mais c'est pas. la plupart des annuels sont de ce calibre-là, c'est-à-dire, voilà, sont pas forcément obligatoires à lire, Ouais, mais certains proposent des choses très intéressantes, d'autres un peu moins. Bon, là, il y a une histoire de camping entre père et fils, et ils démantèlent un groupe de chasseurs qui assassinent des gens dans un camping, etc. Donc voilà, bon, c'est distrayant tout au plus, peut-être. bah, En tout cas, surtout qu'on c'est avait dans le récit Dynamic Joe, donc la série principale, on a un ouais. Robin qu'on voit qui est clairement très intelligent et tout ça. Et puis là, dans cet annuel, il se retourne vers son père et il dit Père, c'est quoi un road trip? Enfin bon, tu Ouais, dois bah, en même savoir, quoi, temps, je sais c'est pas, pour jouer avec le perso, puisque c'est pour effectivement, jouer il avec n'a pas eu Voilà, l'enfance classique, dirait-on. c'est ça. Ouais. Donc bon, ça Le- servait un peu d'excuse pour partir hors de Gotham Ouais, et aller c'est faire ça. du pique-nique avec des tueurs. Voilà. C'est ça. Benoît, de Logique. ton côté, est-ce que ça Euh, t'a, toi aussi, réconcilié un petit peu avec les récits de la continuité? Gentiment, alors moi j'ai beaucoup de problèmes avec le dessin de Dimeo. Ah, tu fais partie C'est vraiment, de ouais, ceux qui en accrochent pas du tout? ouais, c'est vraiment pas un dessin qui me plaît. Je trouve que ça fait vraiment très numérique, même si c'est peut-être pas le cas. Je sais pas du tout comment il travaille, mais je trouve que ça fait vraiment très C'est numérique. dessiné à la main. Ouais, c'est peut-être les couleurs qui rendent ça, mais c'est quelque chose qui me plaît Ouais. pas. Mais bon, après l'intrigue, elle est assez classique, j'ai envie de dire. C'est une aventure, oui, presque banale, une enquête avec voilà, avec des super méchants qu'on connaît, qui sont des vieux super méchants qu'on ressort un petit peu. Le lapin blanc, bon voilà, qui est, on dirait presque qu'ils veulent la faire devenir une espèce de nouvelle petite Catwoman, pourquoi pas. Voilà, qui les aide. Cette nouvelle méchante Soupir, pourquoi pas? Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de créer une nouvelle méchante pour ça? Je suis pas sûr à 100%. On Ouais, verra. il y a un côté un peu énigmatique où tu sais pas justement qui c'est. Il y a un peu ce délire à la silence, d'ailleurs, on parle un peu, il Mm. évoque un peu dans le récit, le délire à Tout à la fait. silence où en gros tu te dis il y a forcément un lien avec le passé, tu sais pas qui se cache derrière ce personnage-là, et est-ce que c'est machin, est-ce que c'est pas machin, et donc il y a peut-être voilà, ce côté un peu pour mettre un peu d'intrigue dans le récit, quoi. Oui, Mais oui, bon, mieux vaut qu'ils inventent un nouveau personnage. Imagine, ils auraient pris Vandal Savage comme super vilain de Dynamic Duo. ça aurait été très drôle. Ça aurait été très drôle. Ils auraient Mais fait une trilogie avec Vandal c'est ça, Savage. c'est ça. Mais bon, après le coup des flashbacks, etc.
Voilà, moi, ce qui m'a intéressé, évidemment, c'est la relation entre les deux personnages qui sont intéressants, entre Batman et Robin. Je trouve Robin un peu plus. Moi, j'aime bien Damian Wayne, j'aime bien son côté arrogant, Ouais. casse-couille, voilà, C'est un peu enfant moins le cas, du terrible. coup, là. C'est un peu moins le cas, il est un peu plus assagi, un peu plus réfléchi, ce qui est pas mal non plus, hein, pourquoi pas. Je trouve, je vais pas spoiler, mais je trouve que la réflexion qu'il a à un moment donné dans le récit avant le dernier chapitre, en disant que, bah, attention, il y a ça qui est évident pour tout le monde, pour le lecteur, et que du coup, ça fait un peu penser à bonjour, je suis Clark Kent, bonjour, je suis Bruce Wayne, enfin, je suis Superman, enfin, vous m'avez compris. Voilà, mais du coup, je trouve ça très, très sympa de ne pas nous faire encore une intrigue où ça va durer pendant 10 épisodes où il ne sait pas un truc que tout le monde voit. Donc Ouais. ça c'est sympa. Donc oui, ça se laisse lire avec plaisir et c'est sûr que c'est un peu plus sympa que la continuité principale. J'attends quand même de voir avec Williamson parce que des fois il a des bonnes idées et après ça part un petit peu en sucette. Il fait beaucoup ça. Le premier tome de Robin Infinite était sympatoche. Après, c'était beaucoup moins. Ce qu'il a fait sur Night Terror, c'est une catastrophe. Même ce qu'il avait fait sur Lazarus Planet, etc. Donc, bon, voilà, j'ai un petit peu des réticences vis-à-vis de ce scénariste. Donc, j'attends. Ouais. Ok, wait and see. Siegfried, pour ta part, est-ce que je sonne l'alerte, Siegfried, ou pas? Ah non, pas du tout, non. Non. Déjà, enfin, Non. non, mais comme on l'a un peu pressenti dans vos réponses, ça ne peut pas réconcilier la continuité dans le sens où quand on le lit, on a l'impression que c'est déconnecté de la continuité, alors même que ça en fait partie, comme l'a très bien dit Kevin, effectivement, il y a cette petite réplique de Bruce qui est vraiment la seule petite réplique pour rappeler attention, on est en continuité, on n'oubliez pas, parce qu'on pourrait l'oublier, où effectivement il dit vu ce qui se passe avec Catwoman en ce moment, c'est mieux que tu viennes vivre chez moi, sachant que ça n'a évidemment absolument aucun sens, puisque si ça a du sens, c'est-à-dire que c'est la conciliation avec Damian après leur bagarre dans la Gotham Noire, mais à ce moment-là, le manoir n'appartient plus à Bruce Wayne puisqu'il appartient à Vandal Savage, ou alors c'est juste avant la Gotham Noire, mais c'est le pas moment où il se clair. passe des trucs pas bien avec Catwoman. Donc en fait, de quelque manière qu'on le positionne dans la Gotham Noire, ça n'a pas de sens. Donc oubliez juste la Gotham Noire. De toute manière, ce qui va se passer dans ce Batman et Robin et duo n'aura aucun impact sur la Gotham Noire, puisque sans Gotham Noire est par Zdarsky, et on sait très bien qu'avec le chaos éditorial chez DC Comics, aucune des revues n'est cohérente avec les autres. Enfin, on vient de le voir avec Vandal Savage, là ça va être exactement la même chose. Autant que possible, essayer de maintenir chacun son domaine réservé pour raconter sa propre histoire, en essayant de ne pas être trop incohérent avec les autres, mais en essayant de garder chacun ses plates-bandes. Donc, ce qui va se passer dans la Gotham Noire n'aura pas d'impact ici, ce qui va se passer ici n'aura aucun impact sur la Gotham Noire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ce ton si particulier dans Batman et Robin Dynamic Duo, parce qu'on est dans quelque chose qui va être beaucoup plus léger, justement pour compenser ce qu'on va voir dans les autres fascicules de la continuité et pour essayer d'éviter de marcher sur les plates-bandes, même si ça n'a pas grande cohérence. Effectivement, le but, c'est donc de focaliser sur la relation entre Batman et Robin. Un Robin Damian qui est peut-être un peu trop mûr, effectivement. On se demande si ça, c'est le premier volume. En fait, il n'y a plus aucune marge de protection pour Damian parce qu'il est déjà correct. En fait, il n'est pas si différent d'un Tim Drake, par exemple, à part le passif qu'il a avec les assassins, évidemment, mais il est déjà plutôt posé, plutôt rigolard avec son père. Bruce est même extrêmement souriant avec lui. Enfin, ils ont déjà une dynamique qui est extrêmement joyeuse et bienveillante qui n'a absolument rien à voir avec leur relation dans les autres fascicules. Donc, bon, c'est pour ça, il ne faut pas trop s'attendre à la suite. Et je pense que chacun de ces volumes va devoir être lu indépendamment parce qu'on se fiche un peu de comment ça va continuer, dans le sens où ça ne pose pas non plus des rails pour une grosse intrigue. Finalement, ce qui se passe avec le Lapin Blanc, moi, je l'ai oublié aussitôt lu. Ça a vraiment, à part la relation entre Batman et Robin et cette intrigue, effectivement, autour de l'école et du passé de Damian, qui, ça, est un peu intrigante. Toute l'intrigue avec le Lapin Blanc et les animaux et le zeppelin, enfin, c'est des choses dont on se fiche complètement, qui n'ont aucun impact et qui n'ont même pas vocation à devenir importantes. Donc, à la rigueur, et même quand vous apprendrez, enfin, le petit twist autour de qui est la super vilaine, la coïncidence, elle est tellement ridicule que ça dit déjà le ton de la série, qu'effectivement, entre légèreté et sérieux. D'ailleurs, dès le quatrième de couverture, on vous dit Gotham est devenu une jungle criminelle, tous les super vilains sont alliés. Il y a même un nouveau super vilain qui a rendu une vengeance criminelle contre Batman. Mais mince, comment est-ce que Damian va combattre alors qu'il doit aller à l'école? Bon, ça, c'est littéralement le quatrième de couverture. Donc, déjà, vous vous dites, ouais, bon, on n'est pas effectivement sur le grand récit cosmique qui va redéfinir, qui va tuer tout le monde. On est sur quelque chose. Et justement, c'est assez chouette parce qu'on est sur un ton très particulier entre
cette légèreté est quand même quelque chose qui finalement est presque plus intriguant que ce qui va se passer dans Gotham War, parce qu'au moins vous n'avez pas levé les yeux au ciel toutes les 2 secondes sur les grosses ficelles, parce que vous vous laissez juste se porter par l'intrigue telle qu'elle veut se raconter, sans y accorder trop d'importance. Vous savez que Joshua Williamson non plus n'accorde pas trop d'importance à ce qu'il est en train de raconter, donc c'est ce qui fait, à mon avis, que ça se lit effectivement sans déplaisir, sans intérêt particulier. C'est un récit extrêmement mineur qui va rester très mineur, mais au moins ça se lit avec un certain plaisir. C'est dommage qu'il y ait ce balai de dessinateurs, parce qu'effectivement, personne n'a le style de d'Imeo, donc avoir un dessinateur différent pratiquement sur chaque fascicule, ça augmente juste l'incohérence globale. Moi, j'aime bien le style de Dimeo. Je comprends totalement l'épuisement que ça peut procurer, parce qu'effectivement, c'est un style qui est tellement dynamique et très riche. Chaque case semble n'avoir aucun lien avec la case précédente. Et c'est assez amusant. À un moment, on a juste un Damien qui marche dans un couloir d'école, et on a l'impression que ça va à toute allure, alors qu'il est juste en train de marcher tranquillement dans un couloir, parce que juste cette manière de Ouais. choisir un plan différent et de créer un dynamisme de fou dans chaque vignette fait que même la scène la plus posée sera extrêmement dynamique, donne l'impression d'être dans tous les sens, extrêmement chaotique et vivante. Donc c'est un style. Moi j'adhère assez, surtout que, comme dit, c'est ce style un peu manga, ça colle aussi au fait que l'intrigue est très différente du reste. Autant avoir ce style-là tout à coup dans Batman Infinite, ça n'aurait juste aucun sens. Autant l'avoir là pour, de toute manière, un comic qui a déjà un ton si particulier, c'est pas très grave si on ne suit pas l'intrigue comme dans un vrai récit de combat, ou s'il n'y a pas de grande pause lyrique comme on peut l'avoir avec d'autres dessinateurs. Là, c'est un style particulier pour un récit au ton particulier, donc pourquoi pas. Contrairement à vous, pour finir, moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'annual. J'ai même trouvé que c'était le meilleur D'accord. le meilleur moment, qui est dessiné par Howard Porter, parce que pour le coup c'est vraiment uniquement 40 pages. Effectivement, c'est juste un petit road trip où Batman et Robin se retrouvent tout à coup enfermés dans une forêt où des chasseurs mènent des chasses à l'homme. Et l'un de ces chasseurs est Bruce Sport, mais eux croient qu'ils vont s'attaquer à Damian et Bruce Wayne. Évidemment, ils ne savent pas qu'ils s'attaquent à Batman et Robin. Et évidemment, Batman et Robin, comme ils étaient en road trip pour camper, n'ont pas tout leur équipement de Batman et Robin. Donc c'est juste une histoire de survie extrêmement légère, mais quand même avec cet enjeu assez sombre. Et je trouve que c'est un bon condensé en juste 40 pages de tout ce qui est raconté par ailleurs dans les 200 autres pages de Batman et Robin David Duo, c'est-à-dire comment ces deux personnages vont devoir retrouver par leur alchimie un moyen de coopérer pour surmonter cette épreuve, avec beaucoup de à la fois combativité et beaucoup de légèreté. Du coup, c'est très joyeux, c'est très drôle, c'est très humain. La relation, elle est très bien définie. Enfin, c'est une excellente synthèse de tout ce qui précède. C'est très joliment dessiné par Howard Porter. Donc, moi, j'ai vraiment bien aimé. Donc, voilà. Comme dit, c'est un volume qui est vraiment très mineur, dont il faut vraiment rien attendre, et vraiment, vous attendez pas à ce que la suite soit meilleure que ce qui est là. Mais ça se lit plutôt bien. Et si vous en aviez marre des guéguerres permanentes et complètement incohérentes entre les personnages de la Bat Family, ça fait du bien de temps en temps de retrouver même si c'est complètement incohérent avec le reste de la continuité, ça fait du bien de retrouver ces relations un peu humaines entre les personnages. Tout à fait. Donc, vous l'aurez compris, si vous êtes un maniaque de la timeline principale, ouvrez vos chakras avant de lire Dynamic Duo. Donc, je vous propose d'enchaîner avec une nouvelle lecture. Ça sera la dernière de ce podcast, les amis, avec Batman Superman World's Finest, tome 3. Et je passe la parole à Benoît pour nous en parler. Oui, donc c'est toujours scénarisé par Mark Waid et dessiné par Dan Mora, qui fait, si je dis pas de bêtises, mais qui fait l'ensemble de l'album. Donc ça, c'est quand même C'est rare, on peut le c'est souligner. rare. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup apprécié pour ça. C'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Et là, d'avoir enfin un album avec un seul dessinateur, ça, c'est rafraîchissant. Donc c'est une nouvelle aventure de Batman et Superman, toujours dans le passé, hein, puisque Mark Waid adore cette période-là où c'était un peu le Golden Age, là où tout se passait. Il va y avoir le meurtre de Simon Stagg, que peut-être vous connaissez, c'est un riche homme d'affaires qui est à l'origine à l'origine, enfin ça dépend des versions, mais il est en conflit avec un super-héros qui s'appelle Métamorpho. Et cet homme-là va mourir, il va être assassiné, et on va accuser Bruce Wayne de ce meurtre-là. Et donc, il va y avoir évidemment toute une enquête, toute une bonne partie qui est que l'ensemble des super-héros, puisqu'on va avoir énormément d'équipes qui vont qui vont affronter une menace commune, globale. On retrouve même une équipe comme la Doom Patrol. Comment ils s'appellent les quatre je sais plus. Metalman. Il y a les Metalmen, mais non, c'est les quatre. J'ai un trou de mémoire, c'est dommage. Les C'est quatre. quatre hommes qui sont en violet, là, toujours. Les Challengers.
Je crois que c'est ça. C'est Ah, les C'est bien sûr, Challengers. de l'inconnu, ouais. Voilà, c'est de ça. l'inconnu, Qui ouais. sont très rares, c'est des personnages hyper secondaires. Mais voilà, on sent que Mark Waid aime ces personnages secondaires, aime aller piocher dans tout le vivier de DC Comics. Et c'est plutôt sympa. Les dessins sont très colorés, hein, c'est du. Voilà, Dan Mora vraiment va chercher dans une palette de couleurs assez importante pour montrer quand même une certaine joie, je pense, sur ces super-héros. Ça se fait vraiment penser à ce qu'on lisait avant. Il y avait pas, c'était avant l'âge sombre, avant Frank Miller, etc. C'était des héros de pulp. Et c'est quand même assez rafraîchissant. Les intrigues sont ce qu'elles. Enfin, c'est pareil, voilà. Ce qui est au niveau du dessin, au niveau de l'intrigue, etc., on retrouve tout ce qui était du Golden Age, quoi, de quelque chose d'assez simple mais efficace. Et du coup, on a une aventure qui va quand même assez rapide, enfin qui est très rapide, mais qui permet de poser quand même pas mal de bases et pas mal de personnages, de présenter pas mal de personnages. On retrouve énormément de vilains qui sont autour des robots, donc le docteur Ivo, etc. Magnus, enfin bon, il y en a plein. Et franchement, pour moi, c'était la meilleure lecture. C'est rafraîchissant. Ça permet de poser un peu pas totalement le cerveau, mais de se laisser vraiment conduire là, par Mark Waid. J'étais un petit peu sceptique avec le premier volume de World Finest, mais finalement, ça va, ça se lit bien. C'est vraiment du dehors continuité, et j'ai l'impression, voilà, de revenir à mes premières lectures. Donc, moi, je suis plutôt favorable à ça, et j'attends vraiment la suite, savoir comment il va twister tout ça avec les univers qu'il avait déjà créés auparavant. D'accord, ouais, c'est intéressant parce que tu vois, moi j'avais lu le premier tome et j'avais pas plus kiffé que ça, tu vois. Bon, je trouvais c'était sympa, mais sans plus, en tout cas, de mon côté. Et après, j'avais pas fait la suite. Et il me semble que vos avis étaient très positifs pour le tome 2 également. Et là, Mhm. encore une fois, pour le tome 3 de ton côté, Benoît. Kevin, tu rejoins l'avis de Benoît sur ce tome 3? Euh, Pas tout à fait. Moi, j'ai complètement détesté ce récit. Ok. Alors, je le précise, j'ai beaucoup aimé le premier tome et surtout le deuxième. Le deuxième, pour moi, c'est le meilleur. Et à la fin du tome 2, donc on a un cliffhanger, donc on attend la suite. Et là, avec ce tome 3, bah, on part carrément sur autre chose. Et le problème, c'est que c'est un récit très court. Et on dirait qu'il a été compacté parce que on part sur quelque chose d'assez gros. Et au début, moi, j'avais lu le résumé au dos du livre. Et ça parle principalement d'une enquête sur un meurtre, donc Simon Stagg. Euh, mais ça, c'est juste le résumé du premier chapitre. Tout le reste, à partir du deuxième chapitre, ça part complètement sur autre chose. Pour moi, c'est autre chose. Ça a un lien, mais c'est autre chose. Et ça, pour moi, ça m'a posé un petit problème parce qu'après, on n'est plus du tout sur une enquête. On part sur de l'action pure et dure et tout ça. Après, ça reste sympa à lire, bien sûr. C'est voilà, c'est frais. On n'a pas besoin de lire un million de choses avant. Oui. Mais, euh, mais j'ai trouvé que l'histoire aussi allait super vite parce que s'il y a que 5 chapitres. Euh, En plus, dedans, on a Métamorpho qui est introduit en 3-4 pages. Donc, moi, je connaissais pas du tout le personnage. Donc là, j'apprends un peu ses origines et tout ça. Euh, mais le problème du personnage de Métamorpho, c'est qu'au début, il est bien présent dans le récit, je trouve. Mais après, il va disparaître au fur et à mesure. On le voit, je trouve qu'on le voit de moins en moins et qu'il sert plus vraiment à grand chose en fait à la fin. Au- à la fin, voilà, il sert plus vraiment à grand chose. Et, et voilà, je sais pas, j'ai pas vraiment accroché. Puis en plus, on a le T'as titre pas qui accroché, est, ouais. bah, on a le titre en plus qui s'appelle Tome 3 élémentaire. Donc c'est censé être une grosse enquête. On s'attend à quelque chose. Enfin, moi, je m'attendais à quelque chose vraiment comme une vraie enquête, quoi. Voilà, avec moins d'action un peu. Et au final, bah non, on a beaucoup plus d'action. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup plus énervé, c'est que on dit tout de suite dès le début que Bruce Wayne, il est accusé du meurtre. Donc, on le voit aller en prison. Enfin, on le voit qu'il a arrêté. Mais dès qu'on tourne la page, bah, il est tranquille dans sa Batcave en train de siroter son café.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Enfin, nous, on avait envie de savoir quelles étaient les preuves que Jimmy Olsen avait trouvées contre lui, parce que c'est clairement lui qui l'envoie en prison. En plus, on ne voit pas trop quelles sont ses preuves, les preuves qu'il a contre lui. De ce que je me souviens du récit, on les voit pas du tout, en fait, ces preuves-là. On ne Non. sait pas d'où il les a cherchées. Et puis là, on s'attend à voir Bruce Wayne en prison, voilà, ça va compliquer les choses, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Bah non, finalement, on tourne la page, bah il est libéré de prison. Et voilà, on passe à autre chose, allez, on continue l'histoire. Et j'ai trouvé aussi que Dan Mora, bah, c'est un excellent dessinateur, mais on dirait qu'il avait du mal à faire le récit. On voyait que ses dessins étaient en lien avec l'histoire, mais on avait l'impression qu'il devait raccourcir un peu les choses. On avait des passages où Métamorpho, il disait à un moment donné, il faut pas rentrer dans cet endroit-là. Et la case juste après, bah, il est déjà dedans en train de faire autre chose. Donc je trouvais que c'était assez rapide au niveau des dessins et du scénario. Ça suivait, c'était rapide, quoi. Mais bon, c'est sympa à lire, mais voilà, c'est pas non plus. Enfin, du moins, ce tome 3, franchement, moi, j'ai été très déçu. Bah, c'est marrant. Benoît a beaucoup Oui. aimé, Kevin beaucoup moins. Siegfried, de ton côté, c'est à toi de trancher. Non, moi, je serais du côté de Kevin, je vais appeler la plupart des critiques qu'il a émises, je les avais notées aussi. Bon, on se souvient que le premier tome, je l'avais trouvé vraiment catastrophique, c'était sur le Diable Neza, en plus, mais vraiment, Wade faisait que lancer des trucs qui allaient être ensuite poursuivis dans d'autres fascicules qui n'étaient plus scénarisés pour lui, donc c'était vraiment, c'était à la fois nul et extrêmement bizarre. Le deuxième tome était beaucoup plus agréable parce que ça n'avait plus rien à voir avec le premier, c'était juste, vous souvenez, enfin, l'histoire de ce jeune homme qui arrivait d'une autre dimension avec des super pouvoirs, enfin, du coup, c'était beaucoup plus humain. Je trouve que c'était vraiment des dynamiques de personnages focalisés sur une seule nouveauté, et donc forcément l'intrigue était beaucoup plus linéaire, beaucoup plus simple, et Wade pouvait un peu y être à son meilleur. Et là, il part à nouveau sur autre chose avec un récit collectif, et collectif, par collectif, je veux dire collectif au sens où l'entend Wade, c'est un collectif avec 100 personnages, donc c'est encore une autre dynamique un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de guéguerre entre Mark Waid et Geoff Jones sur comment retrouver l'espèce d'esprit de l'âge d'or avec des Ouais. super-héros qui sont souriants, qui sont bienveillants, qui ramène aussi beaucoup de super-héros complètement oubliés des années 40, 50, 60 pour créer des nouvelles dynamiques avec beaucoup de couleurs. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette volonté de renouer avec tout ça. Et tant mieux, parce qu'effectivement, Wade et Jones ont toujours été caractérisés aussi par cette volonté d'un retour à super-héroïsme pré-Watchmen, en gros, pour le dire grossièrement. Sauf que Jones, quand il le fait, il a son Dawn of JSA, dont on avait dit quand même pas mal de bien, et il a 300 pages pour écrire le premier volume, alors que, comme on dit ici, là, Mark Waid, il a 5 fascicules pour raconter toute son histoire, et effectivement, on ne comprend rien. Comme l'a très bien relevé Kevin, le premier fascicule, effectivement, nous donne l'impression d'une enquête. Avec Jimmy Olsen est persuadé que Bruce Wayne est coupable, et qu'il a tellement de preuves qu'il peut en faire la une de son journal, au point que Wayne va en prison. Comment est-ce qu'on peut raconter ça sur plusieurs pages sans qu'on n'a pas la moindre idée de quels sont les éléments qui ont pu persuader Olsen que Bruce était coupable? C'est quand même étrange de nous balancer ça, mais de même pas nous dire comment Olsen a pu être manipulé par les faits, qu'est-ce qu'un hypothétique super vilain a pu mettre en place comme fausse preuve pour faire accuser Bruce Wayne. Non, c'est juste que Bruce Wayne a toutes les preuves contre lui et va en prison. Curieux, et bon, effectivement, Bruce Wayne est totalement libre après, donc quel est le sens de tout ça? C'est quand même étrange. Et effectivement, pour une intrigue qui se veut policière, en fait, c'est juste un enchaînement de bagarres qui n'ont plus rien à voir avec l'enquête annoncée au début. Et même ce Simon Stagg n'a absolument plus aucun impact. Enfin, vraiment, c'est écrit d'une façon qui est extrêmement bizarre. On a l'impression qu'il y a une bagarre entre deux scénaristes qui veulent raconter des choses totalement différentes, alors qu'en fait, c'est le même qui raconte une seule histoire. Donc, c'est vraiment, on ne comprend pas trop. Et effectivement, il y a un problème de développement des personnages aussi. Au début, on se dit, pendant le premier fascicule, Jimmy Olsen apparaît beaucoup. Et effectivement, comme dit, voilà, il a cette mauvaise déduction au sujet de Bruce Wayne. Donc, on se dit, c'est intéressant. Du coup, peut-être que cet arc va être l'occasion de davantage montrer Jimmy, ses conflits de loyauté avec Clark, sa relation avec Bruce, sa place un peu dans l'univers d'ici. Mais non, en fait, la suite ne parle absolument plus de lui. Ah bon, d'accord. Puis effectivement, on nous dit que Métamorpho, en fait, est extrêmement important parce que c'est le suspect principal, et on nous raconte rapidement ses origines. Donc on se dit, bon, Métamorpho va être un peu le personnage secondaire important, quoi, le vieux personnage un peu oublié des lecteurs qu'on va un peu remettre sur le devant de la scène. Mais en fait, non, comme a dit Kevin, effectivement, il disparaît ensuite pendant une bonne partie de l'intrigue, au point que quand il réapparaît à la fin, on avait complètement oublié qu'il était supposé être là. À un moment, on nous parle tout à coup beaucoup des Metalmen de Magnus, et effectivement, les Metalmen sont au centre de cette histoire qui parle beaucoup d'androïdes et de manipulation robotique.
et le Dr Magnus, celui qui a forgé les Metal Men. Donc on se dit, bah d'accord, le but de Wade, c'est de remettre sur le devant de la scène les Metal Men et le Dr Magnus. Ben non, en fait, on parle effectivement un peu beaucoup des Metal Men et puis tout à coup on n'en parle plus du tout. Et Magnus, il est important pendant une page et ensuite on n'en parle plus. Mais qu'est-ce que tu veux nous raconter? Ouais, il y a un moment, il faut choisir. Parce qu'effectivement, comme dit après, et on a un peu Challengers of the Unknown, on a tous les personnages robotiques de l'univers d'ici, d'où qu'ils viennent, qui sont impliqués. Puis on a carrément toute la Justice League qui apparaît. Donc on a un mélange de nouveaux et d'anciens, ce qui peut être très intéressant. Et Jones, pour le coup, il avait très bien fait de donner vie à ça, où effectivement il y avait des personnages qui étaient totalement inédits, des personnages qui étaient les sidekicks des héros de Terre 2 dans les années 40. Enfin, vraiment, il allait chercher des trucs de sous les fagots qui mélangeaient avec des personnages beaucoup plus connus, des personnages beaucoup plus secondaires, mais tout ça en donnant quand même une caractéristique à chacun qui faisait qu'on parvenait à identifier des gens. Là, on n'identifie rien. Et pire, chaque fois qu'on se dit, bon, je vais m'attacher un peu à un tel personnage, il a l'air important, on dirait que Wade a envie d'insister sur lui. Mais il faut pas, en fait, parce que vous êtes encore plus frustré que tout à coup ces personnages disparaissent. Donc vraiment, ça n'a l'entreprise dans laquelle se lance Wade ici, pour moi, n'a aucun sens parce que on aboutit juste à une espèce de fatigue visuelle avec beaucoup trop de personnages dont aucun n'est caractérisé, avec une intrigue qui est juste frustrante parce que elle aboutit juste à une succession de bagarres qu'on n'a même pas de plaisir à suivre, puisqu'on sait qu'à tout moment, il y a 25 autres personnages qu'on n'avait pas vus avant qui vont intervenir. Donc, quel est l'intérêt? Où est la lisibilité? Où est l'intrigue là-dedans? Et tout ça avec une espèce de volonté de sérieux qui est un peu bizarre, parce qu'effectivement, on nous parle à un moment quand même, Batman et Superman sont emprisonnés par un mystérieux super vilain qui manifestement est capable de retirer leur pouvoir à tous les super-héros, de contrôler tous les robots de la planète et d'avoir des super pouvoirs de dingue. On se dit, ah ouais, effectivement, ça pourrait être la nouvelle grande intrigue cosmique. Mais non, en fait, on est déjà au 3e fascicule sur 5, ou les 5 fascicules, l'intrigue sera déjà résolue. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais, c'est quand même celui qui avait écrit Kingdom Come, je rappelle. Enfin, c'est un des plus grands scénaristes des années 2000. Pourquoi est-ce qu'il se vautre dans cette espèce de méga intrigue compressée en 5 fascicules et en plus même pas efficacement parce que c'est Wade pour le coup qui choisit. Même si, peut-être qu'il a été compressé au dernier moment en 5 fascicules et que du coup il était frustré de devoir raccourcir son intrigue. Mais c'est lui qui choisit d'impliquer son personnage. C'est lui qui choisit que tout le premier fascicule va lancer une enquête qui en fait n'aura pas lieu. Donc ceci est un peu sa faute. C'est lui qui est supposé savoir synthétiser son intrigue pour essayer de la rendre intéressante. Et là pour le coup c'est juste un délire qui fait l'exact contraire de ce que ça voudrait faire. C'est presque une insulte à l'âge d'or parce que c'est vraiment dire regardez les scénaristes qui essayent de faire revivre l'âge d'or, en fait, ils font juste du gros n'importe quoi en mélangeant tout et n'importe quoi et ça aboutit à un délire coloré et folklorique parce que finalement, c'est tout ce qui reste. C'est du folklore, mais sans aucune personnalité, sans que rien soit mis en valeur. Oui. Et, donc, ça aurait pu être un joyeux chaos, au moins ça. Et en fait, c'est juste fin. Ok. Juste aussi, il y a deux choses que je voulais dire aussi. C'est que ce qui est assez incroyable, c'est que c'est bien de faire revenir aussi tous ces personnages-là. Sauf qu'à un moment donné, je sais plus trop quand, Batman, il dit à tout le monde quoi faire. Donc il dit toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et il dit à Wonder Woman et Robin, vous allez voir tel personnage, j'ai oublié le nom de ce personnage. Et même nous et Robin, on se dit ouais d'accord, pourquoi? Donc même nous et Robin le dit lui-même et nous aussi on dit oui d'accord, mais pourquoi tu veux que j'aille chercher ce monsieur? Et au final, quand Wonder Woman et Robin vont aller le chercher et que Batman veut prendre des nouvelles, il dit alors c'en est où? Bah écoute rien de neuf, il nous a rien dit. Enfin ok, t'as réussi à introduire ce personnage-là qui était important hein, quand même, hein, mais au final il sert à rien. Il était juste là pour dire voilà je l'ai mis dedans et c'est tout. Voilà on parle d'autre chose. Donc c'était il voulait prendre une direction scénaristique, mais au final qui sert à rien quoi, parce que tu l'as introduit, bah c'est bien voilà. Moi, j'ai l'impression que depuis en fait le début, on va enlever peut-être le premier tome, mais il tisse un peu une toile en mettant en place pas mal de choses, peut-être pour le futur. Et Bah, j'ai vu que alors dans la VO, j'ai aperçu des dessins qui vont être pour le prochain Dark City. Je sais qu'il sera un peu relié avec. J'ai vu ça. Oula. Ouais. Ce scénario-là, Là, il y aura un petit peu dans le Dark City. Ouais, j'ai vu ça, j'ai aperçu ça. Donc, à voir. Ok. Remarque, du Dan Mora dans Dark City, moi je signe. Alors, dans le dessin, c'est pas Dan Mora. Ah bah merde alors. Eh ben voilà, même ça, tu ne l'auras pas, Benoît. Voilà. On aperçoit l'un des vilains qu'on voit là dans ce récit-là. Et quand j'ai vu ça, je dis bon, ok, on va voir ce que ça va donner. Et puis c'est vrai que pour en revenir au dessin compacté dans le récit, les preuves de Jimmy Olsen,
c'est vraiment en une page. Dan Mora, il a fait une cover en fait de Jimmy Olsen où on voit le personnage avec à l'intérieur de lui, on voit que voilà, il a interrogé des gens, il a fouillé, tout ça. Et ça revient au fait que bah, les dessins ont été compactés pour le récit. Sans dialogue ni rien, on voit que Jimmy Olsen, oui, ok, il a fouillé, il a fait des preuves, ok, on sait rien. Ouais, c'est vraiment survolé. Ouais. Et bon, ok. Du coup, je ne sais pas trop quoi penser, moi, de mon regard extérieur, mais chacun se fera son avis sur ce récit, les amis. En tout cas, merci pour votre participation à ce podcast et j'espère que Kevin, ça aurait été agréable, cette première pour toi. En tout cas, c'était chouette de t'avoir avec nous. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous ont écoutés ou regardés jusqu'au bout, qui ont eu ce courage-là. Et n'hésitez pas, vous aussi, à nous laisser vos avis sur les récits du mois, donc que ce soit en commentaire sur batonlegend.com, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, comme vous en avez l'habitude, que ce soit pour les commentaires ou même pour dire bonjour à Kevin, pourquoi pas. En tout cas, merci à tous et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut! Salut!